Bonsoir à tous et à toutes. Merci déjà donc de me laisser la parole pour le mot de la fin qui sera extrêmement compliqué à faire, je vous le dis direct. Déjà parce que la teneur et les échanges d'aujourd'hui ont permis d'ouvrir plein de portes sur plein de questions et de thèmes qui peuvent nous intéresser, que nous soyons effectivement, on va présenter comme chercheur en philosophie, mais j'ai aussi donc une association de médiation scientifique qui s'appelle CoScience sur Montpellier. Et c'est plutôt de cette casquette-là, finalement, puisqu'on parle de casquette beaucoup, de cette casquette-là que je vais essayer de parler sans diviser mon moi totalement. Je vais essayer de faire une synthèse, et je vais essayer de faire une synthèse qui, pour reprendre un terme qui a été évoqué, ne neutralise pas les tensions, les débats, les échanges, etc. Je n'ai pas une âme de CRS, donc je ne vais pas neutraliser quelqu'un. Je vais essayer de faire aussi une synthèse qui, malheureusement, va être forcément parcellaire, engagée et subjective. Et je vais donc évoquer 5 mots, 5 concepts qui ne sont pas 5 fruits et légumes par jour, mais qui vont me permettre peut-être d'évoquer certains des aspects qui ont été donnés aujourd'hui. Le premier terme que j'ai choisi, c'est le terme d'espace. Parce qu'effectivement, on a parlé pas mal de construire des espaces, de créer des espaces ou d'aller dans des espaces pour échanger, pour s'écouter, pour s'entendre, pour construire un socle commun de connaissances ou de disposition d'esprit, et ça de le faire de manière multi-acteur, en essayant d'avoir une diversité de points de vue, de regards, que ce soit dans la communauté scientifique académique ou que ce soit dans la communauté, je dirais, des non scientifiques académiques, et qui permettrait donc de tisser des liens et de construire du commun. Ces lieux sont diversifiés. On a parlé convention pour le climat, on pourrait parler convention sur l'intelligence artificielle qui a eu lieu donc, sur la métropole de Montpellier. On pourrait parler aussi de ce qui se passe à l'heure actuelle dans les médiathèques, dans les musées, dans des espaces qui sont les zoos, des parcs zoologiques, où des fois on a justement ces interactions-là entre des acteurs extrêmement différents et qui peuvent être intéressants aussi à valoriser. D'autre part, on a parlé aussi d'appui à l'action publique et donc d'avoir des espaces qui nous permettent d'avoir cet appui à l'action publique. Espaces qui peuvent être à l'échelon national, mais qui peuvent être peut-être plus intéressants, ou en tout cas aussi intéressants, à l'échelon local, à l'échelon d'une commune, d'une collectivité, d'un département, etc., etc. Un deuxième terme, peut-être, c'est le terme participatif. La recherche-action participative et la participation des citoyens qui ne sont pas des scientifiques professionnels pourrait être un levier d'action qui permette justement cette création d'espace, d'échange et de construction de connaissances en commun. A été évoqué Jacques Chevalier, grand partisan de la recherche-action participative et grand constructeur également d'outils qui permettent d'avoir des dispositifs, d'avoir des espaces de construction de connaissances en commun. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant avec la recherche-action participative, et on a pu le voir entre les lignes, c'est que concrètement, ça n'aplatit pas les controverses, les conflits. Au contraire, ça les fait surgir et ça permet de donner toute la richesse des points de vue et des regards. Ça permet également de collecter et de co-construire avec des savoirs non académiques. Mais il y a des biais. Et ces biais, ils sont autant dans la manière de faire, dans le comment, que dans le pourquoi on le fait. Les outils, l'ingénierie de la participation, ça demande effectivement d'avoir des formations, d'avoir une recherche également et une évaluation de ces dispositifs de recherche-action participative. D'où le fait peut-être aussi de tisser des liens forts avec des associations et des entreprises qui font ce travail-là d'ingénierie de la participation. Ensuite, a été évoqué, alors là je ne savais pas comment le formuler, donc bon, je vais vous le donner comme c'est formulé. Je l'ai intitulé, ce troisième, je n'ai pas choisi, droit et devoir. Alors pourquoi ? Parce qu'on a évoqué, bien sûr, des devoirs
des chercheurs et des chercheuses et des droits qu'avaient les chercheurs et les chercheuses, et de manière générale les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été évoqué, et pour aller vers ces droits et devoirs, les dangers également actuels, que ce soit le fait d'avoir des discours simplistes qu'attendent un public, d'avoir des discours rassurants par rapport à des événements extrêmes, climatologiques extrêmes par exemple, d'avoir des discours aussi qui divisent pour finalement mieux contrôler, des discours qui permettent d'avoir des boucs émissaires à la René Girard, qui permettent de dire eh ben, c'est cet organisme, ces structures qui est la cause de l'ensemble de vos problèmes. Pensons par exemple à l'Office français pour la biodiversité en ce moment. Donc c'est ces dangers-là qui sont complexes. Et a été évoqué aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est le rôle du hasard qui est manipulé et instrumentalisé, que ce soit au niveau politique ou économique. Ça m'a évoqué le très très bon documentaire diffusé sur Arte, La fabrique de l'ignorance, donc avec ses créateurs de doute, et qui utilise justement le rôle du hasard dans la décrédibilisation de la recherche scientifique. Alors effectivement, l'ennemi vient peut-être de l'extérieur, si on peut appeler ça, si on peut dire qu'il y a un ennemi. Est-ce que les ennemis viennent forcément que de l'extérieur ou de l'intérieur également? Et là a été évoqué les rapports de pouvoir, d'influence, les rapports qui peuvent être également sexistes, racistes à l'intérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche et des personnels de la recherche. Et donc de faire attention également à ces biais-là. A été évoqué aussi les influences des acteurs privés sur la recherche de manière générale, et donc un besoin et une importance de la notion de responsabilité, et d'éviter le refus de la responsabilité finalement, avoir cette reconnaissance. Et donc là, on a effectivement des devoirs. Alors, il y a eu évoqué aussi à discuter l'idée de finalement faire attention et de ne pas hésiter à dénoncer les comportements qui sont abusifs, les comportements qui sont des comportements qui permettent de diffuser des fausses informations parce que l'expert n'est pas expert de son sujet ou de sa discipline, parce que l'expert pour sa carrière, de manière médiatique, a besoin d'avoir de la lumière. A été dénoncé également le science washing, donc le fait d'utiliser, d'instrumentaliser un discours scientifique à des fins politiques ou économiques, par exemple. Et également a été énoncé les droits, des droits de la recherche, notamment donc a été évoquée la notion de liberté, liberté de la recherche, liberté de l'enseignement, liberté d'expression. Je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement de se dire que ça devrait être opérationnalisé dans le monde de la recherche et qu'il faut donc le revendiquer. Et là j'en viens à un autre point, c'est cette notion de valeur énorme. De se dire que finalement on peut remettre en question les normes. Et peut-être que même il faut remettre en question les normes. Pour cela, effectivement, ça demande aussi d'avoir dans le système de l'aide et de l'entraide pour protéger les personnes qui remettent en question les normes. Alors, on pourrait parler de lanceurs d'alerte ou de lanceuses d'alerte. Château-Renaud, un sociologue, parlait de sombres précurseurs. Moi, j'aime bien ce sombre précurseur parce que ça indique vraiment que effectivement, il y a une notion de futur, finalement, d'annonce qui sera sans doute terrible et qui annonce un danger, un risque. Il y a aussi également les valeurs. Les scientifiques sont des humains, jusqu'à preuve du contraire, qui ont des valeurs, des normes, des rapports de pouvoir, d'influence. Les valeurs du collectif, les valeurs de l'individu, mais également les valeurs que l'on peut mettre à un objet d'étude et comment on peut finalement mettre de la valeur auprès de l'ensemble des personnes sur des objets d'étude qui passent inaperçus, qui sont finalement autour de nous sans forcément apparaître. Donc le faire surgir, rendre visible, et j'aimais bien le côté sensible, parce que sensibiliser finalement c'est ça, c'est rendre sensible. Donc c'est rendre sensible les citoyens, les décideurs, les professionnels sur des objets d'études qui sont dans le cortège des différentes disciplines de la recherche. Et enfin, peut-être pour terminer,
le terme de médiation. Alors, a été évoqué à un moment donné que la communication simple et descendante, et la communication institutionnelle notamment, n'allait pas résoudre l'ensemble des problèmes qui ont été évoqués, et qu'il fallait donc avoir une dimension participative, mais également de la médiation entre différents acteurs et actrices. Alors, effectivement, ça c'est quelque chose qui est éminemment important, et je ne vais pas le renier. Mais je pense qu'il y a plusieurs écueils à la médiation et je vais les évoquer rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui vient plutôt de ce que ça m'a évoqué en tant que membre d'une association de médiation et de culture scientifique. C'est que finalement, peut-être vous le savez, mais là, il y a le Pass Culture, qui est les financements quand même importants pour nous, hein, acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle. Le Pass Culture, il est extrêmement réduit à l'heure actuelle. Donc il y a une question déjà de financement. Financement de la médiation et pas de la communication. Financement de la médiation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire financer du temps de travail et des dispositifs pertinents qui permettent d'avoir de la participation et de la co-construction. Et ça, c'est long. Ça demande du temps. Ça ne peut pas se faire en one shot. Ce n'est pas juste une intervention dans une école qui va résoudre un problème. C'est sur du temps long. Et donc, temps long plus financement, temps long forcément financement. Et le Pass Culture qui, par exemple, en ce moment est en train d'être déconstruit, ça c'est une très très mauvaise nouvelle. Autre mauvaise nouvelle pour le secteur associatif et qui joue donc sur la culture scientifique, technique et industrielle, c'est le fait que les départements et les régions, malheureusement, vont réduire énormément leur budget sur ce secteur-là. Ce qui veut dire que la culture scientifique, technique et industrielle est en danger. C'est pour cela que plus que jamais, à l'heure actuelle, soutenir des associations ou des structures qui militent pour le lien science-société, c'est extrêmement important. Je pense que le collège en soi, ou en tout cas les individus qui sont présents dans le collège, peuvent soutenir en tout simplement participant à ce type d'instance. Alors je vais en citer deux, il y en a plein d'autres, hein, mais par exemple le Cercle FSER, l'AMSTI, sont des organisations très importantes pour la culture scientifique, technique et industrielle. Et là, je terminerai simplement en terminant par deux points. Un point qui a été, je trouve, dans cette médiation d'acteurs, d'actrices, dans ce lien entre des multiples acteurs pour essayer de constituer un socle commun de connaissances, par-delà même les simples connaissances, d'essayer d'avoir des valeurs partagées, d'avoir une émotion, une sensibilité sur certains objets d'études qui soient partagés. Peut-être on pourrait revenir sur un terme qui est hérité qui est discuté par le philosophe Baptiste Morisot, c'est le terme de diplomate. En parlant de diplomate, il dit le diplomate c'est celui qui est plié en deux, celui qui est entre deux, voire plusieurs mondes. Peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire advenir des diplomates. Des personnes qui peuvent être entre plusieurs mondes, parler plusieurs langages, être finalement de plusieurs cultures et pouvoir faire interagir et bâtir ensemble ce monde commun. Et c'est ça qui peut peut-être être une piste de réflexion pour se dire mais comment on fait advenir des diplomates, comment on construit justement avec des médiateurs, des médiatrices qui permettent d'avoir ces espaces dont on a parlé dès le début de la journée. Voilà, alors forcément c'est parcellaire, forcément c'est une synthèse, forcément on est pressé un peu par le temps, donc je vais mettre ma touche finale ici, mais je vous remercie pour votre attention et merci pour à l'ensemble des orateurs et oratrices de cette journée. Merci beaucoup. Alors avant de laisser le mot de clôture à Patrick Lemaire, je voudrais, au nom de Gladys Tout-le-Monde, de Louise Nyssen et en mon nom propre, adresser un certain nombre de remerciements. Alors, d'abord, je voudrais dire que notre collaboration avec Gladys et Louise a été un vrai bonheur. Comme quoi, deux mathématiciennes et une spécialiste de théâtre britannique du XVIIe siècle peuvent dialoguer de manière fructueuse et construire des ponts entre leurs universités respectives. Je voudrais justement remercier nos deux universités, l'Université de Montpellier et l'Université de Montpellier Paul Valéry, pour leur soutien, leur accompagnement. Et
En particulier, outre les deux présidents que vous avez vus ce matin, nos vice-présidentes du conseil scientifique de l'Université Montpellier, Paul Valéry, qui ont été là toute la journée, Sarah Hattuel et Nathalie Vienne-Guérin. Nathalie Vienne-Guérin est déléguée aux relations avec les organismes de recherche. Je voudrais remercier nos vice-présidents Sciences et Sociétés, Isabelle Parot de l'Université de Montpellier et Fabrice Hirsch de l'Université Montpellier Paul Valéry, qui étaient là aussi tous les deux aujourd'hui. Je voudrais remercier le directeur de la MSH Sud, Olivier Tinlan, que vous avez entendu ce matin avec sa conférence de cadrage. Nos deux super modérateurs, Antoine Rousseau et Agnès Michelot, qui ont été des modérateurs de choc toute la journée. Tous nos intervenants des tables rondes également. Au niveau de l'antenne montpelliéraine, je voudrais remercier très chaleureusement Pierre-Yves Kirch-Léger, qui est historien à l'Université de Montpellier Paul Valéry, Guillaume Bagnolini, qui a fait cette synthèse, exercice difficile s'il en est. Nous voudrions aussi remercier Sony Mercha, qui a filmé les tables rondes toute la journée. Ces tables rondes seront donc à disposition, pourront être visionnées sur le site du collège, grâce à Sony qui avait déjà enregistré le 9 juin 2023 toutes les tables rondes du lancement du collège, de l'antenne du collège. Et dans le collège, nous voudrions remercier Sylvain Jagnard, Magali Boutré, Pierre Lurbe, Géraldine Cubero, Aude Nomic, qui nous ont beaucoup aidés. Nous voudrions remercier l'ensemble du CA et son président Patrick Lemaire, auquel je donne la parole. Merci. J'ai un petit souvenir, il y a 1 an. On était au musée du Quai Branly. C'était le congrès précédent. Et puis, on se disait, mais où est-ce qu'on va faire le suivant? Et puis, de quoi on va parler? Et puis, il y a Florence qui dit, oh, bah, ça pourrait être à Montpellier, ce serait bien, finalement, avec l'antenne. Et en fait, à l'époque, elle m'avait complètement pris de court. Parce que je me disais, oulala, mais alors, il y a trop de monde de Montpellier. Et si on fait ça à Montpellier, voilà, le collège va devenir un truc montpelliérain. Et puis l'autre chose, c'est que c'est loin de Paris. Et on se dit toujours, bah, est-ce que les gens vont venir? Les gens sont venus. Hein, il n'y a pas que des Montpelliérains ici. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir écouter nos conférenciers. 1 an après, j'ai l'impression que le contrat est rempli. Donc merci énormément à l'équipe de choc de Florence, Gladys et Louise et tous les gens qui les ont aidés. Merci beaucoup à tous les conférenciers, à Sony, aux modérateurs et modératrices de choc. Après, merci à Guillaume d'avoir fait cet exercice incroyablement difficile. Je ne vais pas m'y risquer. Tout ce que je vois, c'est que les échanges ont été d'une richesse incroyable, très divers, du fait justement de la possibilité qu'offre le collège de rassembler des gens de disciplines extrêmement différentes. Et donc d'avoir des éclairages très très différents sur des sujets qu'on a en commun quand même. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu dans la première table ronde un questionnement sur qu'est-ce que l'on a en commun. Je pense que tous ceux qui ont assisté à cette journée ont remarqué quand même que quelle que soit notre discipline, on a beaucoup de choses en commun et surtout on a beaucoup de complémentarités sur lesquelles on peut s'appuyer. Et c'est vrai que lorsque Agnès a rejoint le collège et donc on s'est dit « Ah là, on a une juriste au sein du CA », c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc, je ne vais pas digérer plus, je pense qu'il va nous falloir du temps pour digérer et essayer de convertir tous nos discours, tous nos propos aujourd'hui en quelques mesures concrètes.
Alors, il y en a une que je voudrais mentionner déjà. On a beaucoup parlé des problèmes de liberté académique, on n'a pas beaucoup parlé de problèmes de protection fonctionnelle, mais qui est quelque chose d'important aussi que peuvent donner les institutions. Dans la suite du communiqué qu'on avait publié incitant les tutelles à défendre la liberté académique, on a aussi créé une page de ressources sur le site du collège, sur lequel vous allez trouver les principaux textes auxquels vous pouvez vous référer. Si vous avez l'impression d'être victime d'attaques à votre liberté, mais également pour vous aider à les identifier. Parce que ce n'est pas toujours très facile de savoir « Ah, bah là, je suis finalement, ce qui m'arrive, ce n'est pas normal ». Et donc voilà, vous pouvez aller sur cette page du collège qui sera enrichie peu à peu, où vous pouvez avoir ce genre d'informations. Voilà, bah je vais fermer donc ce congrès et merci à tout le monde.